Salut à tous et bon retour sur ce format de vidéo où l'on parle de secrets de séries, d'anecdotes de tournage, puis aussi sur les acteurs. En plus, comme ici vous êtes sur une chaîne largement dédiée à Stranger Things, la chaîne où on parle de Stranger Things toute l'année, il était quand même temps qu'elle ait le droit à sa petite vidéo de ce type. D'ailleurs, il y aura sûrement 2 parties comme pour cette saison 4. Bref, sans plus attendre, plongeons dans le tournage de Stranger Things. C'est marrant parce qu'à la base, Matt et Ross Duffer, les créateurs de la série, s'étaient lancés dans un show d'anthologie. C'est-à-dire qu'il y aurait eu une histoire différente par saison. Puis finalement, aujourd'hui, ils ont fait 4 saisons avec la même histoire d'Hawkins, pour notre plus grand plaisir. D'ailleurs, je sais que je le dis à chaque fois, mais à l'origine, Eleven devait mourir au terme de cette unique saison 1. Et d'ailleurs, Steve aussi devait mourir dans cette première saison. Évidemment, ces idées furent rapidement abandonnées, mais quand même une grande partie de cette crainte reste dans un coin de la tête. Peut-être pour le jour où la série arriverait à son terme. En plus, vu que Millie Bobby Brown déclare de temps à autre qu'elle voudrait que son personnage meure. Bref, on est ici pour parler de Stranger Things 4. Et si jusque-là, pour le tournage, les frères Duffer s'étaient limités à la Géorgie, c'est-à-dire à Atlanta et ses alentours, pour cette saison 4, ils ont aussi tourné au Nouveau-Mexique, qui est censé représenter la Californie dans cet arc autour d'Eleven, des Byers, et en Lituanie pour la partie russe avec la prison de Hopper. Ils avaient dès le début du processus cette volonté de déplacer géographiquement une grande partie de l'histoire, d'où les premières lignes qu'on avait au lancement de cette saison 4, « We're not in Hawkins anymore ». Mais avec toutes les perturbations dues au Covid, ce tournage très mobile s'est quand même étalé sur presque 2 ans. C'est pour ça qu'on l'a tant attendu aussi. Commençant en février 2020, il s'interrompt dès le mois suivant, puis il reprend en septembre de cette même année, mais au ralenti avec les protocoles sanitaires en vigueur, pour se boucler enfin en septembre de l'année suivante. Pendant les périodes creuses où il ne pouvait pas tourner, les showrunners ont mis ce temps à profit pour parfaire le script. Et à l'arrivée, quel excellent travail on a pu découvrir. Ce qui ne les a pas empêchés tout de même de faire une petite boulette au passage, malgré tout. En effet, dans l'épisode 2, on aperçoit sur la datation d'une image de caméra vidéo la marque 22 mars 1986. Le problème, c'est que beaucoup se sont souvenus, dans la saison 2, Joyce dit clairement que le 22 mars, c'est l'anniversaire de Will. Tu sais ce qui se passe le 22 mars ? C'est ton anniversaire. Et ici, tout le monde semble avoir oublié, même sa propre mère. Et si quelques théories ont pu directement émerger à ce sujet, les frères Duffer ont préféré couper court direct et faire amende honorable. Et ouais, en fait, c'était une erreur de leur part. Ils avaient oublié en écrivant la saison 4 que cette date avait aussi été actée comme étant l'anniversaire de Will. Après, ils avaient beaucoup d'infos à traiter, celle-ci datait d'il y a 6 ans. Mais cette histoire est quand même allée assez loin car ils se sont sentis obligés de se justifier. Et puis même pour ne pas donner l'impression aux fans qui n'aimaient pas le personnage de Will, en oubliant son anniversaire, ils envisageraient à présent de modifier cette date dans la saison 2 lorsque Joyce l'évoquait, la changeant ainsi en 22 mai pour que ça colle. Si la créature de Vecna a un design très réussi, c'est surtout à Barry Gower que nous le devons. C'est ce designer prothésiste qui lui a donné forme au travers des idées des frères Duffer. Et on a déjà pu remarquer son travail dans le passé par rapport à la créature du roi de la nuit dans Game of Thrones. Il y a un petit air de famille vite fait. En tout cas, c'est bien l'acteur Jamie Campbell Bower, jouant dans cette saison 4 le premier cobaye, le numéro 1, et Henry Krill, qui donne vie à cette créature. C'est lui sous tout ce déguisement. Et à ce qui paraît, avec le temps de préparation et de pause, il ne fallait pas moins de 7h30 pour le transformer en Vecna chaque jour. En effet, vous imaginez le boulot, et puis surtout si on a une époque où on utilise le CGI, les images de synthèse à foison, Vecna, lui, est à 90% réel, et donc seulement 10% en images de synthèse, principalement pour animer les plantes grimpantes. On voit d'ailleurs bien sur cette vidéo que l'essentiel de ces prothèses était composé de plusieurs gros morceaux en fait, que Barry Gower et son équipe plaçaient sur Jamie. En fin de journée, il leur fallait encore 1 heure pour tout retirer. En plus de ça, c'est aussi la voix de Jamie qui est retouchée par logiciel lorsque Vecna parle, contrairement par exemple à un Dark Vador qui à l'époque mobilisait un homme pour le costume
et un autre acteur pour la voix. Ici, Jamie incarne pleinement son personnage, et ce, même à ce stade, aussi monstrueux soit-il, de sa mutation. L'idée en fait pour les frères Duffer, c'était que la créature soit vraiment palpable sur le plateau de tournage, contrairement à des créatures qu'on avait pu avoir dans les saisons précédentes, et en particulier dans la 3, qui étaient, on va dire, beaucoup plus abstraites. Et puis c'est aussi pour eux l'occasion de donner un aspect plus humain à la menace. Au-delà de cette préparation, l'acteur Jamie s'est beaucoup préparé aussi psychologiquement à aborder son personnage. Lors des auditions, il n'avait que très peu d'informations sur le script. Forcément, les showrunners voulaient pas que ça risque de fuiter à ce moment-là. Et donc, pour interpréter ce personnage, il y a eu seulement quelques indices de pop culture, comme Peur Primal ou Hellraiser. Une fois casté, il a pu prendre toute l'envergure et la complexité de son personnage, grâce à un briefing avec les frères Duffer. Et il n'a pas hésité à se conditionner de façon assez intense. Déjà pendant le maquillage, restant immobile et ne parlant que très peu à presque personne, donc pendant plus de 7h30 je rappelle, en écoutant souvent des musiques sombres afin de devenir Vecna. Aussi, pendant ces moments de libre entre les tournages, il aimait se trouver à un coin obscur et s'y isoler seul pendant un long moment. Et puis même, selon ses dires, à la fin des journées de tournage, il raconte que parfois il se baladait seul à 2h du mat dans les rues d'Atlanta. Et apparemment, il parlait même tout seul. Quoi qu'il en soit, l'acteur reconnaît qu'il a beaucoup aimé se mettre dans la peau de cette créature. L'une des grandes surprises de cette saison, c'est aussi Eleven avec la tête à nouveau rasée. Un retour à la case départ capillaire qui pourrait nous laisser dubitatifs. Bon, forcément, les fans qui suivent beaucoup l'actrice, ils savent d'office qu'elle n'a pas réellement rasé sa tête, comme elle avait pu le faire étant plus jeune pour la première saison. Cette fois, c'est une perruque de tête rasée qui lui est appliquée sur les cheveux. Un accessoire, faut le reconnaître, assez bluffant quand même. Et la réussite de cet effet est aussi due aux techniques de pose. Sarah Heinz-Gold, la chef du département coiffure de Stranger Things, et 2 autres personnes étaient obligées de se mobiliser pour ça. Alors c'était peut-être pas aussi long pour créer un Vecna, mais en tout cas c'était déjà assez long à poser, d'autant que c'était particulièrement périlleux de devoir créer une illusion naturelle. Concernant la Eleven jeune qu'on découvre dans cette saison 4, elle est principalement incarnée par la jeune actrice Marty Mary Blair, une jeune actrice américaine qui a des petits airs de ressemblance avec Millie jeune. Par contre, cette jeune actrice n'a pour sa part pas pu échapper à la tondeuse, comme la jeune Millie n'avait pas pu y échapper à l'époque. Concernant son visage d'Eleven, Millie explique qu'elle a fait pendant plusieurs jours des captures d'expression faciale pour être ensuite ajoutées numériquement sur le visage de Marty. D'ailleurs, la célèbre actrice a pas mal aidé son jeune double pour la diriger dans sa façon de jouer, car en effet, les 2 actrices partageaient le même personnage. Bref, au-delà de cette technique, les frères Duffer ajoutent que pour créer la jeune Eleven, ils alternent aussi avec des plans directement pris des rushs non utilisés de la première saison et qui n'avaient jamais été montrés. Millie avait alors 10 ans au moment du tournage, et c'est aussi elle qu'on peut voir parfois dans cette saison 4. Matthew Modine, qui incarne le fameux Dr Brenner, avait été repéré par des fans, par des paparazzi au moment du tournage. Ils avaient pris quelques clichés de lui. Et alors du coup, pour éviter de trop spoiler, il avait répondu tout d'abord que c'était une simple visite sur le tournage pour voir les acteurs avec qui il s'entendait très bien, avec qui il était ami. Puis finalement un peu plus tard, il avait concédé qu'il ferait une sorte de petit caméo. Bon alors au final, bien entendu, sa présence est majeure dans cette saison, mais c'était bien tenté de sa part pour laisser planer le doute, pour éviter de spoiler. Pour ce qui est des vrais caméos, on a pu avoir le plaisir de retrouver Dacre Montgomery qui incarne le sulfureux Billy dans le show. Une apparition rendue compliquée à cause du Covid et de l'acteur bloqué dans son Australie natale. Ainsi, Sean Levy, le 3e showrunner de la série, a eu l'idée de faire tourner les 2 parties de Sadie et de Dacre séparément, ce dernier tournant en Australie et ayant le droit lui aussi à son lot de maquillage et de prothèses, tout en étant dirigé à distance par Sean Levy sur l'application Zoom. Son interprétation fut ensuite rajoutée numériquement lorsque l'on voit Sadie dans le contre-champ. Inversement, lorsque la caméra est tournée vers Sadie, la réal a simplement utilisé une doublure pour permettre des petites interactions. Mais finalement, Max et Billy ont pu être réunis à l'écran et c'est l'essentiel. Autre caméo très bref, encore plus bref cette fois, celui du frère de Maya Hawke qui incarne Robin. En effet, le frère de l'actrice avait été vu sur le tournage avec un look de punk même. Finalement, son rôle de figuration fut très bref, en tout cas dans la première partie de saison. Allez, regardez, je vous montre, ça va très vite. Voilà, ici.
Et ouais, regardez bien dans le fond, c'est lui qui passe. L'une des scènes les plus mémorables de cette partie 4, c'est évidemment la fuite de Max des griffes de Vecna. Et non seulement cette scène a eu un impact fort par rapport au personnage, mais aussi par rapport à cette musique en fond, Running Up That Hill, une chanson de Kate Bush qui s'est retrouvée propulsée quelques jours après la sortie de la saison dans les premières places sur Spotify notamment. Alors du coup on peut se demander comment ça se passe un peu pour le choix de ces chansons dans Stranger Things, dans chaque saison. Comment ça marche? Ici par exemple c'est le superviseur musical, Nora Felder, qui avait été chargé par les frères Duffer de trouver une chanson qui résonnait avec les sentiments complexes de Max. Comme Kate Bush est assez sélective dans le choix des utilisations de ses morceaux, il a fallu que Nora lui envoie pas mal de scripts décrivant les scènes et lui expliquant l'importance clé qu'aurait sa chanson, en plus du fait qu'elle reviendrait régulièrement pendant la saison dans les écouteurs de Max. Et c'est à partir de là, lorsqu'elle comprit l'intérêt de son morceau dans l'histoire, que Kate Bush accepta. De son côté, l'actrice Sadie Sink, qui interprète Max, a quand même donné pas mal de sa personne pour la réussite de la scène, tantôt suspendue à plusieurs mètres de hauteur, avec un harnais, tantôt à piquer des sprints de 20 mètres à répétition, pour que les showrunners puissent la filmer dans tous les sens. Mais l'actrice reconnaît d'avoir pu évoluer dans des éléments réels, comme on disait avec le costume de Vecna, face à une créature réelle aussi. Ça l'a grandement aidé à savoir comment faire réagir Max à tous les événements de cette saison. Si j'avais pu vous raconter l'histoire de Newcoke dans les années 80 dans une vidéo qui était dédiée, d'ailleurs que je vous invite à regarder si vous connaissez pas l'histoire, elle est quand même assez dingue, et bien dans cette saison 4, les frères Duffer continuent ça en toile de fond et même concluent cette histoire, parce qu'après le Coca-Cola normal dans la première saison, et l'arrivée du New Coke très remarquée quand même dans la saison 3, c'est vachement appuyé. Comme à l'époque cette boisson avait quand même fait un flop assez retentissant, les gens acclamaient le retour du Coca normal, et bien quelques mois après on pouvait retrouver le Coca classique. Et donc ici dans la série en 1986, c'est bien le Coca-Cola classique qui est mis en avant dans la série, pour enfin en finir avec la mésaventure de la célèbre boisson gazeuse. Parfois on peut se dire que c'est pas forcément judicieux de commencer à faire des théories comme ça sur les séries avant de voir les saisons qui arrivent, parce qu'on pourrait risquer d'être déçu peut-être. Avec Stranger Things, le concept est tout autre, puisque les frères Duffer eux-mêmes encouragent l'élaboration de théories pour chaque saison. Et pour ce faire, ils vont même nous révéler quelques indices, parfois des messages secrets. Par exemple, avant la saison 3, pour le teaser du jour de l'an, on nous envoyait des mots-codes, les mots-codes qui seront utilisés pour cette même saison, qui sont utilisés par les Russes dans le Starcourt Mall. Ou bien alors cette histoire de numéro de téléphone pour la saison 4, celui qu'on pouvait identifier dès la saison 3, celui de Murray Bowman, et qui fut redonné sur Instagram par David Harbour, sous forme de petits morceaux. Ce numéro qui existait réellement et qu'on pouvait réellement appeler. J'avais moi-même essayé, ça nous basculait sur la messagerie du Murray Bowman de la série. Et ça nous permettait d'apprendre qu'il cherchait à rentrer en contact avec Joyce, car il avait des informations majeures pour elle. Bref, avec les frères Duffer, tous les moyens sont bons pour faire participer les fans aux futures intrigues de la série et pour les projeter un peu comme notre bande de jeunes héros dans des investigations afin de comprendre en amont ce qui pourrait arriver. Une façon très ludique de patienter. En outre, les frères Duffer surveillent le net pour observer les théories élaborées. Matt Duffer nous révèle « Je suis constamment impressionné par la précision des fans et la rapidité avec laquelle il et elle sont capables de mettre quelque chose en place avec très peu d'informations. » À l'arrivée, concernant toutes les théories qu'il pourrait y avoir autour de l'Upside Down, sachez qu'au cours de la création de la série, les deux showrunners ont ainsi élaboré une sorte de bible, de livre de 25 pages sur le fonctionnement de cet univers. Et puis maintenant, au fil de chaque saison, ils nous en distillent quelques principes au fur et à mesure. Ainsi, ils précisent que même si pendant cette saison 4, il y a quand même de grosses révélations à ce sujet, ils ont quand même encore quelques surprises, quelques cartes dans leur manche pour la suite, donc pour la saison 5. Car oui, je le rappelle, il y aura bien en tout 5 saisons de Stranger Things. D'ailleurs, les saisons 4 et 5 sont étroitement liées. En tout cas, voilà qui vient achever cette vidéo. D'ailleurs, j'en ferai très certainement une partie 2 au cours de l'été, parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire.
par rapport à des acteurs par exemple dont j'aurais aimé parler, comme il y a des anecdotes de tournage qui tombent encore pas mal en ce moment, je pense qu'il y aura largement la matière. En tout cas pour ce faire, n'hésitez pas à liker et à me suivre. Moi je vous dis à très bientôt, ciao les amis.